Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Late et Smart, dernière émission de la semaine. Ravi de vous retrouver en ce vendredi soir, durant une heure avec mes deux invités. On va tenter de mieux appréhender, mieux comprendre, analyser l'actualité économique du moment. De quoi va-t-on parler ce soir? On revient, ça aura été un petit peu le fil rouge, avec plus ou moins d'importance dans l'émission, fil rouge depuis le milieu de semaine autour de la crise de Suez. Alors pas celle de 56, celle qu'on est en train de vivre, enfin, en tout cas que le secteur du commerce international est en train de vivre avec le canal bloqué. Comment appréhender l'imprévu? C'est l'intitulé que j'ai donné au premier débat posé ce soir. Effectivement, l'imprévu dans le commerce international. Là, c'est effectivement un canal bloqué. L'imprévu, appréhender l'imprévu, c'est aussi les fameux signes noirs. Hein. C'est une thématique qu'on évoque pas mal, notamment évidemment depuis le surgissement de la crise sanitaire il y a un petit peu plus d'un an. Bref, j'essaierai de demander à mes invités, compte tenu de leur expérience dans l'univers de l'entreprise notamment, voilà comment on fait. Est-ce qu'il faut plus appréhender l'imprévu qu'auparavant? Vous verrez, j'imagine, j'ai pas de doute. Ce sera très intéressant. Deuxième moitié de l'émission, deuxième débat, on parlera souveraineté économique, un petit tour et puis s'en va, point d'interrogation, pourrait-on intituler ce débat. L'idée renouvelée, l'idée d'un besoin renouvelé de souveraineté économique dont on nous rebat les oreilles évidemment depuis un an et dont on parle à raison, évidemment notamment ici de cette émission depuis des mois, et est-ce qu'elle survivra à la résolution de cette crise une fois que la crise sera derrière nous, ce qu'on espère le plus tôt possible. On s'y intéresse ce soir parce qu'il y a un ou deux exemples qui nous montrent que ce n'est pas forcément le cas. Vous verrez tout à l'heure. Mes deux invités ce soir, à ma droite, Lionel Arré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group. Franck Supplisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant d'entreprise dans l'industrie, notamment président de Thionville Industrie, de Grandrange Industrie aussi. Vous êtes à la tête de la reprise, de la reconversion du fameux site de Grandrange. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, la question apéritif. On s'intéresse rapidement aux relations entre les États-Unis et l'Europe. Vous faites sûrement plein de visioconférences avec des collègues, avec des amis. Hier soir, la visioconférence, c'était le Conseil européen qui se tenait en visioconférence, donc c'est plus chic, mais encore plus chic. Là, il y avait en plus un invité, non pas surprise, c'était annoncé, mais enfin un invité qui n'est pas normalement au menu du Conseil européen. Le président des États-Unis, Joe Biden, regardez cette jolie composition d'un zoom très chic avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en haut à gauche, le président des États-Unis à droite, et puis les différents chefs d'État et de gouvernement. Alors, ils ne sont pas tous, parce qu'il y en a quand même un petit peu plus que 8. Dépêche de l'AFP, le président américain Joe Biden a échangé hier avec les dirigeants européens réunis par visioconférence. J'ai appelé cette petite question apéritif Biden et l'Union européenne, c'est du sérieux? Point d'interrogation. Chacun verra l'allusion ou pas. Est-ce que vraiment... on est vraiment entre amis quand on dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce qu'on est vraiment entre amis au sens économique du terme, évidemment? Je voulais vous poser cette question. Il y avait ce matin une page entière dans le Figaro avec différents points de vue sur précisément, regardez, l'Amérique ne va pas devenir un gendarme de papier. C'est-à-dire qu'en ce moment, M. Biden, il dit beaucoup de choses. Il veut s'occuper un peu tout dans le monde, des droits de l'homme partout. Et il y a un ancien conseiller de Trump qui disait « évitons les croisades », entre guillemets, concentrons-nous sur la Chine. Et puis, dans un dialogue à propos de cette idée Union européenne naïve, les États-Unis ne le sont pas, etc., cet échange sur Twitter entre le président du MEDEF et puis le confrère Philippe Manière, Manière disant, n'étant pas une puissance souveraine, l'Europe est incapable de penser comme doit le faire une puissance souveraine, qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle n'a que des intérêts. Du coup, elle a beaucoup d'amis qui apprécient qu'elle serve leurs intérêts. Et notamment, on a pas mal parlé à propos des vaccins, le fait que les Américains ont 30 millions de doses d'AstraZeneca, qu'ils n'utilisent évidemment pas parce qu'il n'est même pas encore autorisé chez eux, que nous, on n'a pas assez de doses, et personne ne critique M. Biden, alors qu'on tombe tous à bras raccourcis sur M. Johnson en Grande-Bretagne. Sous-entendu, est-ce que... je suis un peu long dans mon lancement, excusez-moi, Lionel, est-ce que c'est vraiment nos amis, les Américains, ou est-ce que c'est un peu de façade, là on se tape dans le dos, et puis finalement, dès qu'on aborde le fond, notamment les sujets économiques, je ne sais pas s'ils ont été beaucoup abordés, ils ont des intérêts, on a les nôtres, et pas forcément toujours les mêmes.
Alors, je pense que, on se pose aussi la question parce qu'on précise, c'est un piège, vous travaillez dans une boîte d'origine américaine, donc. Oui, tout à fait. J'ai au moins la chance de temps en temps de partager une perspective de par les yeux des Américains. Je pense que l'intérêt de se poser la question, c'est aussi par rapport à son prédécesseur. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a récupéré un président des États-Unis qui déjà connaît l'histoire et la géographie, probablement un des dirigeants au monde qui a le plus d'expérience cumulée. C'est clair. C'est quelqu'un qui s'inscrit quand même dans une logique où il dit un certain nombre de choses et ensuite il essaye de dérouler sur les lignes qu'il a décrites. Et puis, c'est quelqu'un qui est rompu au multilatéralisme, là où une particularité de M. Trump était quand même cette logique d'affrontement très, très bilatéral. Donc on peut s'attendre à retrouver des règles du jeu, on les retrouve d'ailleurs déjà, qui correspondent à ce qu'on avait connu. Alors moi, ce qui me frappe, c'était dans votre résumé aussi, c'est le raccourci entre Joe Biden, qui participe, je crois pour la première fois depuis 9 ou 10 ans, à un sommet européen, dans lequel il me semble que le thème principal c'était où est-ce qu'on peut trouver les doses de vaccins, et qui, dans les heures qui ont suivi ou qui ont précédé, faisait sa première conférence de presse aux États-Unis pour se glorifier dans les 100 jours de sa présidence, il aura vacciné 200 millions d'Américains. Ouais. Je pense que dans ses yeux, à lui, la comparaison, il l'a fait aussi. Et donc, je pense que dans tout ça, il faut que l'Europe se voit comme une des 3 grandes puissances avec la Chine. Je pense que les Américains regardent beaucoup la Chine et s'inscrivent aujourd'hui beaucoup dans cette logique-là, ce qui ne les empêche pas d'aller trouver des accords ou des contreparties, où je pense que le Moyen-Orient, par exemple, ils le feront, ils le revoient avec l'Europe. Le leadership américain est revenu à l'honneur, mais ça n'est pas au détriment de America First. Et donc, c'est tout ce cocktail avec lequel il faut qu'on travaille. Je suis assez d'accord avec la logique il y a des intérêts bien compris, et il va peut-être... Il y a des amis, il faut peut-être que l'Europe ait un peu moins d'amis, un peu plus d'intérêts. Vous pensez, c'est ce que expliquait de manière, par exemple, comment vous réagirez L'Europe ne peut pas se comparer à un pays ou à une nation. Par définition, oui. L'Europe n'est pas une nation, c'est un espace de coopération. Oui. Avec des pays et des nations qui sont divisés sur la plupart des sujets. Donc il n'y a pas d'expression politique unique en Europe sur tous les sujets, les grands sujets d'actualité. Les 27 pays membres, ou 26, ça dépend lesquels on compte, sont pas unis et ne parlent pas d'une même voix. Si je prends la négociation en Afghanistan, par exemple, sur l'accord de paix, aucun pays membre de l'Union européenne ne participe à cette discussion, et pourtant l'Union européenne est le premier donateur. Donc la Russie participe, l'Inde ne participe pas parce que les Américains n'ont pas jugé nécessaire de passer un coup de fil, quoi. Globalement, ils s'en fichent. Il y a une dizaine de pays dans le monde, y compris des petits pays qui y participent. Aucun pays membre de l'Union européenne. Donc, ni l'Union européenne, ni un quelconque de ces pays membres n'est autour de la table. Pourtant, l'Union européenne est le premier donateur. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas de l'hypocrisie, qu'il y a pas un peu d'hypocrisie dans ce La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un président américain, c'est ce que vient d'être dit, qui est plus porté vers le multilatéralisme, vers la discussion, que vers le bilatéralisme, voire l'unilatéralisme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre de restaurer des discussions qui avaient été interrompues ou qui étaient encalaminées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui est en capacité d'être comme l'Amérique d'il y a 20 ans, d'être un peu partout dans le monde, d'avoir des... Il y a le multilatéralisme et puis il y a l'angélisme, voire le messianisme. Qui sont des traits traditionnels des présidents démocrates. On se rappelle de Kennedy, époque Cuba, époque Vietnam, époque... pas que, ceux qu'on avait appelés les néocons, là, c'était un peu messianique. Voilà, il y a et eux, c'était des républicains. Il y a une sorte de messianisme où il faudrait l'Amérique devrait répandre la démocratie partout dans le monde. Et là, le sujet va être très compliqué, comme le dit l'article que vous citez, parce que les États-Unis sont plus dans l'échelle des pouvoirs là où ils étaient il y a 30 ou 40 ans. Voilà, c'est ça. La première puissance économique mondiale, bientôt, ce ne sera plus eux, ce sera la Chine. Et au rythme actuel, c'est bientôt, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années, 15-20 ans, c'est-à-dire à l'échelle de moins d'une génération, la première puissance économique mondiale, ça sera la Chine. Donc le rapport de force aura évolué considérablement, et donc la capacité des États-Unis à mettre des actes derrière ce discours messianique sera, à mon avis, beaucoup plus limitée. Mais c'est là où il y avait eu un bouquin, il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, qui s'appelait Le piège de Thucydide, qui décrivait ce qu'on a observé pendant inévitable des siècles, entre la puissance montante qui faiblit un peu et une puissance montante qui conduit inéluctablement, alors dans les termes du livre en question, c'était à une guerre.
Ce que ça veut dire, en tout cas, c'est que le leader se focalise beaucoup sur la puissance montante. Et nous, là-dedans, on est un peu en observateur. Donc, je pense que la question n'est pas de savoir si c'est de l'intérêt ou de l'amitié. La question, c'est que si on veut exister dans cette relation entre une puissance qui monte violemment et une puissance qui a un peu moins les moyens qu'avant de ses ambitions, nous, il faut qu'on joue dans ce jeu-là, parce que je pense que l'amitié ne suffira pas. Sauf que même à considérer que l'Europe fut une puissance, ce qui n'est pas forcément évidemment le cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne monte pas. En tout cas, en relatif, dans sa position dans le monde à suivre. Voilà, c'était un petit peu de géopolitique pour démarrer tout de suite notre premier débat. Comment appréhender l'imprévu? C'est le thème ambitieux de ce premier débat, évidemment à l'occasion du blocage actuel du canal de Suez. Juste pour lancer, vous l'avez tous revu depuis 3 jours, les photos. Celle-ci, là, celle de photo qui est affichée, je l'aime bien parce qu'on croirait que c'est une photo vue d'avion. Eh ben non, c'est une photo prise par un satellite, en l'occurrence français, c'est les photos du CNES. Airbus était très fier, parce que c'est un satellite fabriqué par Airbus, de diffuser ces photos. Voilà ce qu'on peut voir par un satellite. On croirait que c'est une vue d'avion. On voit quand même que on le savait, parce qu'on voit ça dans les films, on n'a pas toujours l'occasion de voir ça en réel. La qualité des caméras embarquées dans les satellites. Alors il y a plein de conséquences sur ce blocage du canal de Suez dont on parle depuis 2 jours. Parmi ces conséquences, regardez ce papier du Financial Times évoqué là, le blocage de Suez envoie les actions des compagnies de transport maritime à la hausse. Il y avait plutôt en début de journée, c'était entre 5 et 10% de hausse pour les principales compagnies de transport maritime. L'idée étant que les coûts vont augmenter, mais du coup ils vont être répercutés avec une petite marge en plus. Donc à la fois les coûts de transport, les coûts des containers qui ont déjà fait x4 ou x5 depuis quelques mois. Donc moult conséquences économiques. On rappelle, c'est entre 10 et 12% du trafic mondial passe par le canal de Suez. Il y a environ 200 navires qui sont bloqués soit d'un côté, soit de l'autre du bateau qui lui-même bouche le canal. L'imprévu, alors typiquement, effectivement, pour les compagnies maritimes, se dire que peut-être il va falloir prendre au moins 8 jours de plus pour faire le tour de l'Afrique, ça coûte, je lisais, entre 350 000 et 400 000 $ de plus pour un navire de faire le tour, essentiellement le coût du pétrole, mais pas que, il y a aussi une utilisation plus longue des équipages, etc. Évidemment, et puis là en ce moment il y a des choix à faire. Est-ce que je pense que ça va être réglé dans quelques jours et donc j'attends, ou est-ce que j'y crois pas et donc je fais le fameux tour de l'Afrique qui va durer 8 jours, et dans le papier du Financial Times, il disait que les compagnies maritimes aussi, ils ont tous appelé la marine des États-Unis, l'US Navy, parce que faire le tour de l'Afrique, c'est se mettre en risque aussi avec les risques de piratage des deux côtés. C'est pas les mêmes pirates par définition, mais que donc il y a aussi un risque sécuritaire. Bon, voilà pour le Suez. Est-ce que depuis 1 an, avec cette crise sanitaire, on a beaucoup parlé des signes noirs, de la gestion de l'imprévu. Est-ce que vous diriez, Lionel, que c'est quelque chose qui est plus entré aujourd'hui dans les tableaux de bord des dirigeants d'entreprise que vous pouvez être amené à rencontrer, d'essayer d'imaginer des scénarios improbables, mais qui quand même pourraient se produire. Est-ce que c'est le job de manager, et après je parlerai directement au manager aussi, intègre cette notion d'imprévu plus qu'avant? Ou devrait-elle l'intégrer plus qu'avant? Je pense que très fondamentalement, oui. C'est intéressant d'ailleurs de noter pour le symbole, le navire qui est coincé, c'est un très gros porte-container. Et le container étant quand même le symbole de la grande révolution du commerce international mondial, parce que l'invention de ces containers sur des formats complètement standardisés qu'on va retrouver dans tous les grands ports a permis le développement de tous ces flux d'échanges totalement mondiaux. Oui, l'explosion du commerce international. C'est un peu. Je crois qu'il y a 20 000 conteneurs sur le. C'est 20 000 conteneurs. On est sur un des gros porte-containers comme on sait les faire aujourd'hui. Donc c'est assez symbolique de le voir, celui-ci bloqué, et puis tous ceux qui attendent pour passer. C'est vraiment, c'est classique depuis 2 jours, mais c'est le grain de sable qui bloque la mondialisation. Après ça, j'espère. Il y a quand même pas mal d'experts qui pensent que c'est une disruption assez momentanée.
on peut remarquer effectivement que ces dernières années, et notamment tous les spécialistes de la chaîne d'approvisionnement, ils ont eu à vivre tout un ensemble de choses, que ce soit les centrales nucléaires qui explosent au Japon, que ce soit effectivement la fermeture de toute une série d'usines liées au Covid, ou que ce soit récemment la pénurie de puces. On se trouve dans une situation où les chaînes sont très profondément bouleversées. Donc oui, le mot dont on parle beaucoup, qui est très à la mode et qui est à juste titre, c'est résilience. Et résilience... Donc c'est la capacité à encaisser. Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est plusieurs choses. C'est comment est-ce que je peux le prévoir ou l'anticiper, c'est-à-dire est-ce que je suis complètement dépendant d'un navire bloqué dans le canal ou est-ce que j'ai des sources d'approvisionnement, est-ce que j'ai un peu réparti? C'est ensuite la capacité à traiter quand ça se passe. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place comme buffer, comme plan de remplacement, etc. Et puis on y reviendra peut-être, mais nous on a fait pas mal d'études qui montrent que c'est quand même dans ces temps un peu compliqués qu'on fait la différence. C'est comme dans le Tour de France, c'est souvent dans la montagne que les écarts se creusent. C'est un peu vrai aussi quand les entreprises sont confrontées à ce type de difficultés. Oui, donc oui, complètement, c'est un sujet d'actualité. Et les managers, notamment de chaînes logistiques, sont devenus aujourd'hui des personnages clés, mais plus autour de l'agilité, la réactivité et la capacité à rebondir que la mise en place de grands paquebots qui tourneraient tout seuls. Franck, selon vous, est-ce que l'appréhension de l'imprévu, la gestion de l'imprévu est quelque chose qui s'est développé déjà, qui doit se développer, qui a changé ces derniers temps? Alors, vous avez raison, les chefs d'entreprise gèrent l'imprévu tous les jours. C'est-à-dire que, en fait, les journées sont faites d'imprévus. C'est ce qui rend d'ailleurs le métier intéressant. Des accidents sans foison. Après, il y a toutes sortes d'imprévus. Il n'y a pas un imprévu. L'explosion d'un volcan qui couvrirait l'atmosphère de cendres et empêcherait les décollages d'avions, c'est un imprévu d'ordre naturel. L'humanité ne peut pas décider quand ça se passe. La pandémie, on peut prévoir le risque pandémique. On peut dire que ça. Bon, moi, j'avais participé à un rapport qui avait dit ça fait partie des principaux risques pour l'humanité et ça peut atteindre le PIB de 10 ou 20% au niveau mondial. Mais donc, c'est un phénomène naturel, c'est lié à la nature et à l'homme, et aux faiblesses de l'homme, intrinsèques. C'est pas pour autant qu'on l'avait anticipé, enfin, en tout cas pas tous, mais justement. Mais le risque pandémique était, au moins par certains groupes, identifié comme un des principaux risques pour l'humanité. Et les gens nous disaient, les gens qui disaient attention, il faut se préparer à ce risque-là, on nous disait qu'on était des énarques déconnectés des réalités. Bon, maintenant on ne nous le dit plus. Là, ce qui s'est passé est très très différent. Je dirais que c'est presque pas un imprévu. Je pense qu'un bateau de 400 mètres avec une rafale de vent de cette force-là, on doit pouvoir calculer s'il rentre ou pas dans le canal. Et je pense, moi, ce n'est pas un imprévu. C'est-à-dire que c'est un dossier technique. C'est-à-dire, ce bateau de 400 mètres, avec la force de ce vent-là, ne peut pas rentrer dans le canal. Voilà. Donc, c'est un paramètre scientifique, technique, qui met au défi nos grands bateaux. Mais alors c'était il y a plus d'un siècle, mais ce que vous dites me fait penser, le Titanic, il n'était pas censé couler. Hein. Oui, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ce qui me frappe, c'est que on est myope, c'est-à-dire qu'on dit comment on fait pour gérer 10% du commerce mondial qui disparaît, mais personne ne se pose vraiment la question, comment se fait-il qu'un coup de vent dans le désert envoie ce bateau en travers dans le canal de Suez, un lieu quand même hautement sensible. On nous dit que c'est un coup de vent, mais après il y aura sûrement une enquête. Est-ce qu'il y a quand même une erreur de pilotage? C'est pas encore totalement exclu. Voilà. Enfin, pour l'instant, quand on dit, moi j'ai eu un incident hier dans une usine, j'ai convoqué tout le monde, j'ai demandé un arbre des causes. Enfin, c'est la première, je pense que tous les industriels font ça d'abord, un arbre des causes pour que ça ne se reproduise pas. C'est le premier geste, quoi. Voilà, c'est bien sûr. Bon. Et donc, des fois, c'est compliqué de faire un arbre des causes. Là, ce sera probablement compliqué, mais il faut le faire. Et mon sentiment, à moins qu'il y ait une erreur humaine, c'est possible aussi, mais s'il n'y a pas d'erreur humaine, c'est donc une défaillance technique, c'est-à-dire le canal, à cet endroit-là, en présence d'une rafale de vent suffisamment forte, ne permet pas à un porte-container de 400 mètres de passer. Donc c'est aussi une leçon technique, industrielle pour cette industrie des transports. Oui, parce qu'on le voit bien, le canal, il ne fait pas 400 mètres de large à cet endroit-là, hein, sinon il n'y aurait pas de sujet. Et si vous regardez les manœuvres aujourd'hui pour le désensabler, vous voyez
et moi je trouve ça intéressant, personne ne fait ces commentaires-là, mais moi, allez-y. Comme industriel de base, je regarde les images de cette malheureuse grue en train d'enlever du sable. Elle a beaucoup tourné, c'est la source numéro 1 des mèmes sur les réseaux sociaux, c'est la grue. Je trouve que si les autorités égyptiennes et l'autorité de gestion du canal n'a que ça à montrer, je pense qu'il y a et dit que... en fait, c'est surtout les remorqueurs qui travaillent là. C'est parce que l'image de la grue... Oui, enfin... on ne sait pas, parce que les remorqueurs, s'il y a ensablement, il faut attaquer le sable aussi. Et les différentes thèses en présence, l'autorité du canal qui dit il y en a pour 24 heures, l'entreprise qui gère le bateau qui dit plutôt une semaine. Bon, donc ça... Et là, on a certains experts qui disent peut-être plusieurs semaines. Peut-être plusieurs semaines. Ouais. Donc, conclusion, il y a quand même une défaillance majeure. Enfin, je pense qu'il y a pour le coup une défaillance d'organisation, de management, comme on dit en bon français, au niveau du canal de Suez. Mais il n'empêche que pour l'industriel qui attend son container qui est bloqué là, pour le coup, il faut gérer. Moi, il me semble avoir vu aussi que même si ça ne dure pas des semaines, ce sera la plus longue interruption depuis qu'il a été creusé du canal. Donc, c'est sans doute prévisible. Au sens de, effectivement, ça paraît bizarre d'imaginer qu'on n'est pas capable de calculer l'impact du vent. En plus, ce ne sont que des pilotes professionnels qui font traverser le canal. Donc, voilà. Ceci étant, sur la base du passé, c'est difficile de l'anticiper, puisqu'en 100 ans d'existence, un peu plus, ça ne s'était jamais produit. Donc, mais c'est là où ça pose d'une manière intéressante. Parce que ça fait peu d'années qu'il y a des bateaux aussi gros. Oui. Par définition, puisqu'on construit les porte-conteneurs sur les dimensions des canaux dans lesquels ils vont devoir passer. Donc, quand on a élargi le canal de Suez, ça a permis de construire des porte-conteneurs. Donc, on les construit pour qu'ils passent juste. Il n'empêche que jusqu'à présent, ils ont oublié le vent. On a dû oublier quelque chose. Mais ça jette parce que vous parliez de signes noirs. D'une certaine manière, c'est quand même un peu ça. Même si on peut imaginer que ça aurait pu être prévu, comme ça n'est jamais arrivé. Les signes noirs, d'après Nassim Nicolas Taleb, c'est effectivement qui a théorisé ça il y a quelques années. C'est des trucs qui ont très faible chance de se produire, mais avec quand même une... Ou simplement dans lequel l'histoire passée n'a pas suffisamment d'occurrence pour vous permettre de l'anticiper. Et puis vous le mettez à l'esprit, quoi. Donc c'est là où ça pose de manière intéressante pour un patron d'entreprise ou pour un patron de chaîne logistique. Le sujet, c'est pas forcément d'avoir mesuré son risque qu'un porte-container se bloque, parce que là, si vous commencez comme ça peut être un travail quand même de longue haleine. Par contre, c'est de se dire comment est-ce que je construis mon système pour que, si j'ai un pépin quelque part, j'ai des réponses. Voilà. Ça, c'est soit la boîte de shipping, soit les clients qui attendent ce qu'il y a dans les containers, en l'occurrence. Qui ont peut-être plusieurs sources. De celui-là et de 200 autres qui sont bloqués. Achètent peut-être pas tout en Asie pour les Européens ou réciproquement. C'est le même sujet quand vous avez un data center d'OVH qui prend feu. Voilà, alors là, c'est plus compliqué parce qu'on croyait que précisément, ils étaient tous redondés. Donc, si vous aviez pris l'option de les redonder, oui ou pas. Si vous-même aviez organisé. C'est là où cette notion de comment est-ce qu'on gère l'imprévu se pose entièrement maintenant. Alors, je ne sais pas si notre monde est devenu dans lequel on a plus de ces signes noirs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut organiser ce qu'on fait dans l'entreprise pour être capable de répondre à ça. Franck, vous disiez, j'ai eu un incident dans l'entreprise, on a fait une réunion, arbre des conséquences, c'était ça ? Arbre des causes, oui, arbre des causes, évidemment. Là, bon. Mais c'est parce qu'il y a eu un incident. Oui. Est-ce qu'en amont, vous avez la même réunion pour dire quelles sont toutes les merdes qui peuvent nous arriver, jusqu'à, allez, soyez créatifs, et puis qu'est-ce qu'on met en face ? Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de plus de faire maintenant, compte tenu de la situation, pas forcément de Suez, mais de façon générale, ou est-ce que c'est... En fait, je pense dans l'analyse des risques, on essaie d'envisager la pire des situations. Pourquoi est-ce que des gens qui sont en hauteur dans une usine doivent attacher leur outil, leur marteau par exemple, non, pour pas que ça tombe. Bon. Après, la chance que le marteau tombe sur quelqu'un en dessous, le risque est très faible, mais il n'est pas envisageable. Donc, même en présence d'un risque très faible, ce n'est pas envisageable. D'accord. Donc, après, il y a des... Mais bon, lâcher un marteau, c'est pas du totalement invraisemblable. Ce n'est pas envisageable. Donc, une personne qui n'a pas attaché son outil, qui est en hauteur... est en faute. Est en faute. Évidemment. Et donc, j'ai décidé, donc mesure prise,
je vais prendre quelqu'un à temps plein pour surveiller ce chantier. D'accord. Voilà. Et qui va faire la police, mais gravement. Et je vais engager la responsabilité des uns et des autres. On va faire une guerre. Pourtant, on me dit, mais non, mais Franck, c'est des moyens disproportionnés. Donc tout est, en fait, évaluation des moyens mis pour faire face à des risques. Fukushima, l'exemple a été cité, c'est une centrale qui a été construite pour résister à une vague de 7 mètres. Il y a une vague de 14 mètres qui est arrivée. Bon, désormais, les centrales ont un mur qui permet de résister à des vagues de 14 mètres. Le tremblement de terre qui est arrivé, le plus important jamais intervenu au Japon, et pourtant le Japon concentre 2/3 des tremblements de terre sur Terre, hein, et bien, celui qui est arrivé au large de Fukushima était le plus important qu'il n'ait jamais eu. Mais la centrale, j'allais dire, c'est facile de le dire après, mais elle aurait dû être conçue pour un tremblement de terre le plus fort qu'ils aient jamais eu. Voilà. Voilà. Donc, et aujourd'hui, pas uniquement être en action-réaction, c'est-à-dire comment anticiper. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle le post-Fukushima, c'est qu'on en tire des conséquences sur les centrales françaises. Il n'y aura pas de tsunami à Cattenom ou à Flamanville. Ou à Flamanville. Flamanville, si. Flamanville, c'est au bord de la mer, c'est pour ça que je citais Flamanville. Voilà. Oui. Mais on a eu une vague à Blaye qui est rentrée dans la centrale. Bon. Donc la présence de groupes électrogènes de secours sur le site, à proximité du site, capable d'intervenir en cas de problème. Bref, on en tire des conséquences, on a un arbre des causes, et on en tire des conséquences opérationnelles immédiatement, et dans le cas du nucléaire, sous le contrôle de notre autorité de sûreté nucléaire qui a cette responsabilité-là. Mais faire face à ce type de risque, à mon avis, ce bateau qui bloque le canal de Suez parce qu'il y a eu un coup de vent, ça met en cause la responsabilité, à mon sens, des gestionnaires. Et je pense que, vu les revenus de ce canal pour l'Égypte, vu la situation financière de l'Égypte aussi, je ne suis pas sûr. Enfin, quelle garantie a-t-on ? Moi, je trouve que ça pose la question de la responsabilité des gestionnaires de ce canal, y compris la responsabilité pécuniaire, qui examine cette... vu ce que coûte cet incident, il y aura des procès, ça va durer plusieurs années. Il n'y a pas de doute que les responsabilités vont être cherchées. Au-delà des procès, quelles sont les mesures qui vont être prises pour que ça se reproduise pas. Non, mais justement, à chaque fois, c'est après coup quand même. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'on est en capacité... Est-ce qu'il y a eu un modèle ? Est-ce qu'on a fait un modèle réduit, comme on fait dans l'industrie, avec un bateau, un canal, de l'eau, du vent. Enfin, comment est-ce qu'il y a eu des on imagine qu'il y a des choses qui sont faites, mais manifestement... On parle de 10% du commerce mondial. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a simulé un coup de vent à l'entrée du canal ? Quelqu'un l'a simulé avec un bateau de 400 mètres ? Je n'en sais rien. Mon pronostic, c'est que non. Mon pronostic, c'est qu'il y a une faiblesse d'organisation, de management, et qu'on en paye le prix. Ce type d'événement, d'incident, d'accident, ça doit être à chaque fois un signal d'alerte pour, effectivement, dans les différentes industries, pour les différentes entreprises, les différents chefs d'entreprise, pour à chaque fois se poser des questions qu'on ne se posait pas jusqu'ici en termes de « et si ?» 3 petits points. Oui, et puis surtout, parce qu'on ne peut pas répondre à tout par je l'anticipe et je me prémunis. Parce que alors là, pour le coup, il y a vraiment un exemple c'est totalement évident quand on voit ces conteneurs, ou la pénurie sur les puces. Il y a une raison. Moi, je me place moins du point de vue de l'opérateur du canal que de l'utilisateur du canal qui, lui, pensait que ça marchait et se retrouve avec des appareils, du matériel, etc. Du coup, si ça n'arrive pas, votre chaîne, elle est arrêtée, etc. Bon, il y a une réponse qui est évidente. Il suffit d'avoir du stock. Bon, mais on a quand même on a construit toute une efficacité opérationnelle depuis des années, justement... Avec le zéro stock, à se passer de ce stock-là. Donc, la réponse ne peut pas être « j'anticipe tout ». Et je me mets des coussins de sécurité partout. Le coussin de sécurité peut être une réponse, mais ça ne peut pas être la réponse absolue, parce que quand le risque n'est pas... Évidemment, il y a toujours le risque qui n'est pas acceptable. Le marteau, la centrale nucléaire qui explose. Là, c'est entre guillemets relativement facile, parce qu'on pourrait revenir à du « quoi qu'il en coûte ». Quand vous gérez une chaîne logistique, si elle s'arrête, ça a un coût. Vous, il y avait des gens qui bossaient, tout d'un coup, la chaîne, elle ne peut plus avancer, il n'y a plus la pièce. Mais vous n'allez pas non plus dépenser beaucoup d'argent pour qu'une fois tous les 3 ans, parer à la chaîne qui s'arrête. Donc c'est cet arbitrage-là qui est compliqué. Et donc la manière d'y répondre, c'est plutôt en organisant de l'agilité et de la fluidité. En s'assurant que j'ai pas trop de stock, mais encore une fois, dans cet exemple-là, peut-être que si j'ai un peu plus d'approvisionnement local, mon approvisionnement local, ça se dit beaucoup ces temps-ci, et on y reviendra tout à l'heure. Oui, c'est le lien entre les deux thèmes. Il est moins susceptible d'avoir ce problème-là, il ne passe pas par le canal. Si j'ai ça, et que par ailleurs j'ai mis en place avec mon fournisseur local un contrat relativement flexible, si moi je suis capable de lui dire, écoute,
t'as vu le truc dans le canal, est-ce que tu peux me livrer un peu plus ? Et qu'on s'est mis d'accord en avance sur un prix qui fait que lui, il a la marge de manœuvre pour le faire. C'est plutôt ce genre de solutions qui sont de l'ordre de l'agilité, la réactivité, parce qu'encore une fois, se blinder de protection contre des risques à occurrence relativement faibles, c'est un coût insupportable. Oui. En même temps, vous disiez tout à l'heure, dans les périodes compliquées que les entreprises peuvent faire la différence, vous parliez du zéro stock. C'est Toyota dans l'industrie automobile qui a inventé le juste à temps, enfin en tout cas qui l'a généralisé. Et précisément sur la crise des semi-conducteurs, dans l'automobile, le seul constructeur qui n'a pas de rupture, c'est Toyota, parce que alors que c'est lui qui a inventé le juste à temps, c'est sur les semi-conducteurs celui qui avait le plus de stock, parce que précisément, il avait, semble-t-il, encore une fois ce que j'ai lu, identifié que c'était le point faible de la chaîne, et que donc, alors que c'est marrant, c'est quand même paradoxal, alors que c'est lui qui avait théorisé, en tout cas il y a 30 ans, cette idée de fonctionner sans stock. C'est un autre volet de la résilience, c'est est-ce que vous êtes plus réceptif que les autres à certains signaux qui vous font dire, parce que c'est une autre manière, c'est un autre bon exemple qui est une autre façon de faire, c'est de dire, c'est difficile là dans ce cas-là, mais il y a un certain nombre de cas où vous pouvez peut-être anticiper un problème avant les autres et trouver un moyen de vous en prémunir conjoncturellement avant les autres. Oui, ça fait partie de ce nouvel art d'organiser et de gérer des sujets complexes dans l'entreprise. Franck, vous diriez qu'anticiper les problèmes, anticiper les imprévus peut se transformer effectivement en avantage concurrentiel pour un entrepreneur ? Bien sûr. Dans la sidérurgie, par exemple, dans une aciérie, on double les transformateurs. Donc il y a toujours une paire de transformateurs, l'un qui fonctionne et l'autre, si le premier tombe en panne, on ne s'arrête pas. Bon, ça coûte cher. Mais en cas de panne... ça, on imagine que tous les sidérurgistes le font. Non, absolument pas. D'accord. Non, vous avez des sidérurgistes qui le font, mais ils ont mis des capex sur ces sûretés. Et en cas de panne, la série continue. Les groupes de secours, on en parlait à l'instant sur Fukushima, c'est un bon exemple de business fondé sur l'anticipation des risques. Donc dans l'industrie nucléaire, vous avez 7 niveaux de groupes de secours, vous avez, y compris des groupes de secours ultimes. Quand quelque chose a emmené tout ce qui était à la centrale, tout ce qui était à 10 km autour... On peut comprendre que c'est l'industrie la plus... Donc en fait, ce sont des investissements lourds, coûteux, compliqués à mettre en œuvre, et abstraits, parce qu'on se dit, mais ça ne servira jamais. Et bien souvent... Et depuis 50 ans, 40 ans, dans le parc nucléaire, ces groupes de secours n'ont jamais servi. et on espère qu'ils ne serviront jamais. Ils sont entretenus, ils sont changés, ça coûte incroyable. Et il faut le faire, cet investissement est indispensable. Et on pourrait relâcher la pression. Et au contraire, vu le post-Fukushima, on accroît la pression, on en rajoute. Alors qu'aucun n'a jamais servi. Donc dans l'industrie, c'est comme ça. On passe notre temps à prendre des mesures de précaution en espérant qu'elles ne serviront jamais. Et les masques, par exemple, on parle de la pandémie, la France était connue pour avoir ce stock incroyable de masques. Et qui n'avait jamais servi. Vous faites le lien avec le sujet numéro 2. Voilà. Mais un exemple bien connu, par exemple, qu'on a tous vu, c'est Zoom. Et à nouveau, je pense que c'est vraiment une question sur la flexibilité. Zoom, le logiciel de vidéoconférence, la plateforme. On utilise tous un peu de temps en temps. Zoom a été conçu, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais il y avait une logique quand son fondateur l'a monté par rapport à certains systèmes existants, d'avoir une technologie qui lui permettait de monter en puissance. Bon, il n'y avait pas besoin non plus le gars avait l'ambition de devenir important, donc il n'avait pas prévu le Covid, mais il s'était dit qu'il faudrait qu'il... Bon, quand les premiers confinements sont arrivés, tout le monde on a regardé ces plateformes-là et tout le monde s'est dit, ils vont jamais tenir. Et en fait, ils ont fait 100 fois les volumes en quelques jours. Pourquoi ? Parce que leur technologie, qui était une technologie cloud, elle était quand même conçue pour pouvoir supporter une croissance très très rapide. C'est un bon exemple de comment, en n'ayant pas spécifiquement anticipé un risque concret, mais en s'étant donné les moyens d'être un peu flexible face à un certain nombre de choses, vous créez la différence en quelques jours. Et si la plateforme avait fait 10 fois et elle était tombée en rade pendant 3 jours, c'est peut-être pas évident. On parlerait aujourd'hui de Zoom, exactement. Allez, on va y revenir. On marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.
Retour dans Late et Smart. Merci de rester avec nous. Deuxième débat de l'émission est intitulé Souveraineté économique, engagement tenu, point d'interrogation. J'aurais pu mettre, c'était un petit peu plus long, 3 petits tours et puis s'en va. La souveraineté économique, c'est le grand thème, depuis un an notamment. Enfin, pas la première fois qu'on en parlait, mais enfin, c'est un thème qui est redevenu prioritaire depuis le début de la crise sanitaire. Mais est-ce que de temps en temps, on n'affirme pas des choses pour, dans un second temps, vite les oublier? Je voudrais regarder ce commentaire. Donc hier soir, on a eu une conférence de presse du chef de l'État à 22h30. Il était encore en forme. Il a voulu s'adresser un petit peu à tout le monde. Parmi à faire un point sur la vaccination. Je dis ça parce qu'elle a été annoncée à 21h. Donc les journalistes, ils n'étaient pas tous ravis de devoir rester devant leur télé ou à l'Élysée jusqu'à un peu tard. D'ici l'été, nous a dit le chef de l'État, les Européens seront les premiers producteurs de vaccins au monde. Il n'a dit pas de mea culpa, même s'il avait dit à la télévision grecque que globalement, on n'avait pas été assez rêveurs. On en a parlé et eu assez de folie. On en a parlé hier dans l'émission longuement. Et Antoine Bondaz, là, qui était assez connu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, parce que c'est le chercheur du FRS qui était dans la ligne de mire de l'ambassade de Chine en France. J'y reviens pas. Il a voulu montrer qu'en France, qu'on pouvait critiquer également le chef de l'État. Donc il nous rappelait le 31 mars, regardez, 2020, le président, le même, annonçait que d'ici la fin de l'été, nous aurions une indépendance pleine et entière dans la production de masques. Il nous rappelle, il n'en est rien. Donc un an plus tard, et là, il nous dit à propos de l'engagement d'hier soir, la question n'est pas d'être les premiers, mais de couvrir nos besoins au plus vite. C'est intéressant ce point, parce qu'effectivement, on ne parle plus du tout des masques. Vous parliez des masques, là, effectivement. Vous parliez des stocks, mais effectivement, les masques, de nouveau, on les importe de Chine. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y en a peut-être même dans le porte-conteneur bloqué, ou dans les autres bloqués à Suez. Alors qu'on s'était dit, on sera totalement autonome sur les masques. On avait dit ça à l'époque. Aujourd'hui, on nous dit, on va être totalement autonome, on sera les champions alors il dit pas la France, il dit les Européens, des vaccins. Or, on sait que les vaccins, c'est comme tout, il y a des coûts de fabrication, etc. C'est pas pour rien que l'Inde est le numéro 1 mondial de la production de vaccins. C'est parce que c'est quand même un pays où, notamment, il n'y a pas que ça, mais il y a des coûts de main-d'œuvre inférieurs. Comment faire pour pas tenir ses engagements au sens politique du terme, c'est pas le sujet, mais c'est effectivement ne pas oublier. Alors, c'est pas une histoire de promesse, mais effectivement passer au problème suivant. Et est-ce que quelle est la solution? Est-ce que c'est la planification? Est-ce que Franck, votre sentiment sur ce sujet? Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez une première partie de carrière professionnelle dans la haute fonction publique à Bercy. Oui, puis je m'intéresse aussi au sujet de souveraineté industrielle. D'abord, il y a des souverainetés. C'est-à-dire qu'il y a la souveraineté dont parlait le président, c'est la souveraineté, j'allais dire presque de défense. C'est pas la capacité à produire des voitures ou des vêtements. Non, c'est du stratégique. C'est stratégique. Alors, stratégique, c'est aussi un adjectif qu'on met à toutes les sauces. Oui. Alors, moi, ce que j'appellerais stratégique pour un pays, c'est la capacité à se défendre face à une agression, donc l'armement. Mais par extension, par exemple, la morphine, ce qui va avec l'armement, c'est la capacité à soigner. Un pays qui n'a pas la capacité à soigner ses troupes ne peut pas aller sur un champ de bataille. Les masques, ça en fait partie. Clairement, on ne peut pas, face à une agression bactériologique, on a besoin de masques. On a besoin de blouses. On n'avait pas de blouse. On n'avait pas de gants. Bon. Donc ça, c'est pour moi... En tout cas, pas assez. Oui. Voilà. Ça pose une vraie question de souveraineté, mais de souveraineté, je dirais, très liée à la souveraineté nationale, c'est-à-dire la capacité de la France à se battre. Face à une agression. Le président de la République a parlé de guerre, mais en cas de vraie guerre, je dirais de guerre véritable, avec un conflit qui peut se produire, c'est pas l'exclure, comment est-ce qu'on fait pour que nos soldats soient armés et de quoi se soigner? C'est un peu... Aujourd'hui, on n'est pas capable de le garantir, et pourtant... Il ne faut pas dire que c'est les appels d'offres, parce que dans les directives européennes sur les appels d'offres, il y a des clauses pour ce qu'est la défense. Donc il faut avoir une vision large de la défense, je pense. Et ça, c'est en cours. Alors, évidemment, ce n'est pas en un claquement de doigts que ça se crée. Les capacites industrielles, une politique industrielle, ça ne se pilote pas comme une Formule 1. Bien sûr. On peut comprendre que ça ne met pas 6 mois pour construire une usine. Mais je pense que le ministère de l'Industrie et Agnès Pannier travaillent sur ce sujet d'extension en fait, du périmètre de la notion de souveraineté liée aux produits de défense pour y inclure ce qui est lié à notre défense nationale, j'insiste, parce que c'est pas au niveau européen que ça se passe. Ceux qui disent on va avoir un stock européen, ouais, c'est très sympathique, sauf que qui puise dedans? Vous avez vu que les Allemands... Non, on le voit bien avec le vaccin qu'il n'y a pas vraiment de solidarité européenne. Enfin, on essaye. Il faut revenir
au concept de souveraineté nationale et garantir que la nation possède sa capacité de produire des masques. C'est un sujet très différent des stocks. Parce que vous pouvez très bien avoir une capacité de production de masques de réserve, qui n'est pas en production permanente. Et vous procurez aussi des stocks sur le marché international au meilleur prix. Ce qui est le plus efficace, dans le domaine énergie, on le fait souvent. Vous avez des capacités, vous avez des centrales électriques qui ne fonctionnent qu'en cas de pic de consommation. Bon. C'est pareil, peut-être compte tenu de la structure de nos coûts de main-d'œuvre, peut-être est-il pas utile d'avoir en permanence une production de masques qui ne serait pas très compétitif, mais d'avoir des réserves de capacité de production de masques capables qu'on puisse mettre en œuvre. C'est ce qu'on a un peu fait avec des outils industriels qui n'étaient pas faits pour faire des masques, qui se sont adaptés pour faire des masques. Oui, mais dans une situation de crise. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est un stock. Non, mais ceux qui se sont adaptés pour faire des marques, ils faisaient plus ce qu'ils devaient faire d'habitude. Enfin, je veux dire, quand Air Liquide se fait des changements de trucs, etc., et on imagine qu'ils sont revenus à leur business de départ. Je pense que pour la santé économique du pays, on ne peut pas dire que tous les masques utilisés en France doivent être fabriqués en France. Il faut continuer à s'approvisionner sur le marché international des masques au meilleur prix. Voilà, c'est ce qui est le plus économiquement rationnel, mais avoir une capacité nationale de production de masques pour les temps de crise. D'accord. Donc c'est ça pour vous, entre guillemets, l'indépendance pleine et entière en matière de masques. Tout à fait. Je pense que ce qui a été piloté au niveau du ministère de l'Industrie, c'est de faire monter en puissance une capacité nationale de production de masques, avec l'aide des régions quelquefois. En région Rhône-Alpes, par exemple, je sais que Laurent Wauquiez a apporté l'aide de la région à l'implantation d'unités de production de masques. Vous prenez Famar Lyon, dossier que je connais, parce que j'étais candidat à la reprise, il y a eu une boîte qui faisait des médicaments, il y a un des hangars maintenant où a été implanté avec l'aide de la région une unité de production de masques. La notion de souveraineté économique, vous avez la même analyse que Franck, Lionel, sur effectivement pas forcément tout produire tout le temps, mais au moins être en capacité le jour où. Oui, et puis de reconnaître aussi que je pense qu'il y a un certain nombre de tendances de fond dans lesquelles, pour le coup, la logique, souveraineté, moi je trouve que c'est un concept un peu vague. Enfin, vous en avez donné une définition précise dans laquelle je me retrouve, mais ensuite, quand on applique ça... Ça a été beaucoup sur les questions de défense, insisté Franck. Effectivement. Bon, quand on applique ça à Carrefour, etc., pour moi, ça devient un peu plus pas une extension. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tendances de fond. On a quand même construit, et on va refaire le lien avec ce qu'on disait précédemment, mais on a construit beaucoup une économie sur le principe que... en gros, le commerce international était totalement mondialisé, qu'une partie du transport pouvait se faire à des coûts relativement marginaux. Et donc on a eu dans le physique un peu cette réflexion qui était la même que sur la bande passante dans le monde des télécoms. Finalement, la distance devenait beaucoup moins... C'était plus un sujet. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, dans tous les pays, monter une appétence pour le made in chez nous. Bon. On voit des disruptions géopolitiques qui sont quand même plus inquiétantes, clairement. On voit le fait que les nouvelles techniques de fabrication permettent aussi de travailler sur des chaînes logistiques plus locales. Donc on a retrouvé de la capacité dont les Américains s'emparent beaucoup, puisque les Américains, eux, veulent réindustrialiser parce qu'il y a aussi des technologies qui maintenant permettent de le faire. Et puis on a une évolution du digital qui fait quand même qu'on a un shift du physique vers le digital qui n'est pas soumis aux mêmes règles. Donc tout ça, et puis je ne parle pas des enjeux climatiques par ailleurs, par rapport à la fameuse crevette qui est l'aliment le plus polluant, parce que la malheureuse a fait le tour de la Terre avant d'arriver dans notre assiette. Bon. Donc tout ça mis ensemble, je ne sais pas si ça nous renvoie exactement au concept de souveraineté tel qu'on l'emploie, mais appliqué à certaines productions, ça renvoie effectivement vers des logiques d'être probablement un peu plus proche et organisé différemment. Alors, de là à aller se dire que tout d'un coup, on va devenir, parce qu'on reste quand même dans un monde concurrentiel, donc on a besoin d'avoir des masques quand il y a des pandémies. Quand on rétablit des modes de fonctionnement, il y a quand même des logiques qui s'imposent, qu'on ne peut pas devenir les spécialistes et les plus grands producteurs de masques, de blouses, de morphine. On a eu un gros problème sur le curare. Bon, il y a eu toute une itération sur on allait relocaliser la production du Doliprane, enfin, etc., etc. Donc, on ne peut pas avoir une définition. Bon. Et moi, j'étais content que, par ailleurs, ça s'applique à l'Europe et pas à la France.
Parce que ça nous donne déjà un champ de jeu peut-être un peu plus large, dans lequel, oui, on peut imaginer... On peut peut-être plus se dire que dans 27 pays, on peut produire un peu tout, enfin, en tout cas, pas. D'ailleurs, après, et chacun devenir un peu plus des spécialistes. Et encore une fois, il y a des technologies aujourd'hui qui vont un peu plus dans le sens de je ne suis pas nécessairement obligé d'envoyer tout ça en Chine pour ensuite le rapatrier. Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, on produira l'essentiel des vaccins chez nous et pas en Inde? Non, je ne pense pas que sur des choses qui ont des fondements industriels et économiques, on va voir un certain nombre d'évolutions. Mais les logiques où on déciderait tout d'un coup de le faire, ça, j'y crois pas beaucoup, à cause de ce que vous disiez. C'est-à-dire la contrainte va vite s'atténuer et on va retourner à des logiques de qui va le faire, à moins que ce soit l'État qui nationalise un certain nombre de moyens de production pour le faire. Non, mais justement, c'est la question. Si vous allez voir un industriel et vous lui dites, voilà, vous allez les faire à ce prix-là, parce que par ailleurs, la Sécu, elle ne veut pas les payer. Hein. Il me semble qu'on a eu un petit souci sur les vaccins à vouloir trop baisser les prix. Je ne suis pas sûr que ça s'arrange dans les années à venir. Donc si vous allez voir un industriel en disant, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, tous les vaccins, on les faisait sur le sol français, mais par contre, le prix, voilà, c'est le même, eh bien, allez-y. Trouver les actionnaires, voilà, donc par contre, qu'on raisonne davantage sur quelles sont les lignes de force, quels sont dans ce monde qui va probablement se resserrer un petit peu les domaines dans lesquels, en Europe et en France, on veut investir. Ça me paraît... Mais ça, on a l'impression que le travail est en cours. Même question, est-ce que vous pensez que dans 5 ans, on produira les vaccins chez nous? Absolument pas. D'abord, par rapport à ce qu'il a dit, moi, je pense qu'on a besoin d'une souveraineté nationale. Je pense que si on dit, par exemple, les Allemands feront la morphine, le jour où il y a un problème, les Allemands diront la morphine, c'est d'abord pour les Allemands. Comme on voit aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il faut que la France ait sa capacité de production de morphine. Il faut rappeler que sur l'export ban des vaccins, un des sujets, c'est qu'effectivement, les Royaume-Uni, ils produisent assez peu de vaccins, mais ils produisent des composants qui sont nécessaires aux vaccins, qui sont exportés vers les Pays-Bas ou sur les usines de vaccins, et qui ensuite sont réexportés, le cas échéant, vers le UK. Dans ces dossiers de souveraineté nationale, et moi, ma notion de souveraineté, je pense que c'est la même que la tienne, c'est une notion de réelle souveraineté. C'est-à-dire, je ne prends pas les supermarchés dedans. Je pense ce qu'il faut à un pays pour se battre, quand son existence est en jeu. Hein. De la morphine, il lui en faut. Donc, il faut qu'on ait en France une capacité de production de morphine. Des gants. Aujourd'hui, elle s'est fait où Elle est strictement importée d'Inde, d'Asie. Voilà. D'accord. Donc, des gants. Il faut que la France ait une capacité de production de gants. Parce que là, il y avait les gants produits en Allemagne, l'Allemagne les gardait. Et tous les gens qui voulaient les sortir de l'Allemagne, il y avait réquisition. Donc on ne peut pas dire que c'est les Allemands qui feront les gants. Il faut qu'on ait une production française de gants, de blouses, comme on a une production d'armes. On a une usine qui fabrique des chambres d'obus à Tarbes. Oui. On ne peut pas dire... Après, il y a plein de pays qui... Il se trouve qu'en France, on a une industrie d'armement, mais il y a plein de pays qui n'en ont pas. Mais on ne sait pas faire les obus. Mais non, c'est-à-dire... Tu as un canon, tu dois savoir faire les obus. C'est mieux. Bon. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est bien d'aller à la guerre. Il faut des armes, un casque, une tenue, de la morphine, des gants, des blouses... Enfin, de quoi se battre. Là, je parle de ce qu'est le cœur d'une nation. Je veux dire... Moi, je vais aller plus loin. Pour se battre, il faut des ordinateurs. Est-ce qu'on fait encore des ordinateurs chez nous? Non, aujourd'hui, on a du mal à se battre sans ordinateur, quand même. Quand vous avez un conflit armé, quand on vous agresse, je dirais, physiquement, en tant que nation, l'ordinateur, c'est pas ce qu'on met devant. On ne se protège pas qu'un ordinateur. Donc, dans la notion de souveraineté, dans la notion de souveraineté nationale, moi, je ne mets pas tout et n'importe quoi. Je mets ce qui touche... En cas de crise, lorsqu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de morts parmi nos concitoyens, et ce dont on a besoin en premier lieu pour survivre. Et là, il nous manque des éléments quand même, des éléments clés que je trouve... Moi, j'étais assez effrayé de constater que dans nos hôpitaux, il n'y avait plus de gants, plus de blouses. Les gens allaient chercher des tenues chez eux pour... Enfin, c'est quand même incroyable. Et alors, ça veut dire que demain, les blouses et la morphine seraient quand même plus chères qu'aujourd'hui, parce que si on l'importe d'Inde... Je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, dans le modèle économique, c'est d'être en capacité de les produire. Ce n'est pas de les produire, c'est d'être en capacité de les produire en cas de crise. Ouais. Donc ça veut dire qu'on fait une usine qui revient au sujet précédent sur les risques. Non, mais les deux sujets sont liés. Mais les groupes de secours de centrales nucléaires, ils ne fonctionnent pas tous les jours. D'accord. Mais on les a, en cas de crise. Bon, une unité de production de morphine, peut-être qu'il est plus intéressant de continuer à acheter la morphine pas chère, venant de partout sur Terre et très économique. Ça coûtera beaucoup moins cher à l'argent public et à l'argent de nos concitoyens. Mais en cas de crise, on l'a.
et on vérifie qu'elle tourne tous les 6 mois, tous les ans. On fait un test qu'elle fonctionne bien. Donc la centrale nucléaire peu ou pro, même si c'est pas si simple, globalement c'est public. Est-ce que l'usine de morphine elle est publique demain? C'est qui l'a Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut que le pays... Est-ce que l'État français est capable de monter une usine de morphine L'État dispose, il est capable de la réquisitionner, mais ça s'est fait. Je parle des choses qui se font. Donc pour des raisons de souveraineté nationale, la France ne peut pas dire j'abdique que mes armées, que mes soldats aient de la morphine. Donc on ne le fait pas pour tout le reste de l'armement. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour ces sujets essentiels qui, pour moi, touchent à la souveraineté. Ensuite, dans une chaîne industrielle, on parle des masques. Mais pour faire un masque, il faut un tissu. Le tissu qui filtre les virus, ça s'appelle du melt blown. C'est du tissu non tissé. C'est un plastique qui est soufflé sur un tube qui tourne, qui n'a pas de tissage pour que ça soit vraiment filtrant. Et donc, c'est bien de fabriquer des masques, mais il faut aussi produire du melt blown. On a l'un des leaders mondiaux avec le groupe Chargeur, présidé par Michael Fribourg, de ces tissus spéciaux filtrant les virus. Bon, il serait bien qu'il y ait une usine en France faisant du melt blown, quitte à... mais lui-même, il a besoin de caoutchouc, lui-même, il a besoin de matières premières. Donc, où est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, il faut avoir cette démarche de filière. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire je vais faire une usine qui fera des masques. Si on n'a pas le melt blown, on ne peut pas faire le masque. Donc, il faut le melt blown et il faut la matière première du melt blown. Donc, il faut une réserve de matière première de melt blown qui coûte beaucoup moins cher que les masques. Donc, c'est toute cette discussion stratégique sur la capacité à avoir des masques. Il faut un stock. Il n'a jamais été dit que tout le stock doit être produit en France. Ce qu'il faut, c'est qu'en cas de crise, c'est comme le bateau dans le canal de Suez, il ne faut peut-être pas en permanence avoir une grue tous les 5 mètres pour tous les bateaux qui vont tomber, mais avoir une force de frappe, une force d'intervention en cas de crise. Et c'est cette gestion de la crise, c'est votre sujet précédent, qui est le sujet. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à toutes les usines de France de produire des masques, en veux-tu, en voilà, tout le temps, à plein. On demande qu'en cas de crise, là il y en a une, on puisse déclencher un outil avec des industriels identifiés qui ont des outils capables de produire des masques. On vérifie leur disponibilité. Y compris avec les volumes nécessaires, on l'a vu. On vérifie leur disponibilité, on les met en route, les usines, pour de temps en temps vérifier que ça marche, comme un groupe de secours. Voilà. Et en cas de crise, on appuie sur le bouton, c'est la crise, le système de secours marche. Donc ce système de secours, il est indispensable. On ne peut pas continuer à chaque crise Mais alors à ce moment-là, il en faut une... Alors d'abord quand même, sur l'industrie de l'armement, enfin c'est là où... comment est-ce que tout ça s'inscrit dans un commerce parce que sur l'industrie de l'armement, même si on a parfois du mal, et si nous sommes les un acheteur important de nos fournisseurs d'armement, on se positionne quand même dans des coopérations internationales, dans la capacité d'aller vendre à d'autres pays. Donc on entretient quand même cette logique. Parce que là, on est juste sur des ressources dédiées. Il faudra bien définir le champ auquel on l'applique. Parce que sinon, on se retrouve effectivement... donc il faut des machines, ça veut dire que les masques en question, ceux qui ont été bradés, il fallait s'assurer... Enfin, les stocks qui ont été vidés, il fallait s'assurer qu'ils étaient encore avec les bonnes dates de péremption. Ça veut dire qu'il y a des gens autour, ça veut dire qu'on inspecte les stocks tous les 6 mois. Je crois qu'il y avait des gens autour. Il y avait ça, oui, il y avait tout ça. Mais donc on voit bien quand même, et effectivement, il faut monter toutes les filières. Et donc ça mobilise quand même beaucoup... Si on ne fait ça que dans une perspective où on pourrait en avoir besoin, il faut une définition bien précise. Parce que c'est toute la question de... Donc, à un moment donné... Il faut faire la liste, c'est comme pour la liste des corps essentiels. Apparemment, quelqu'un ou un ensemble de personnes ont décidé que sur les masques, finalement, le jeu n'en valait plus la chandelle. Voilà, et c'était probablement pas la meilleure décision ou le meilleur timing. Mais... si on étend ça à tout, avec ce qu'on voit comme étant le principe de précaution ces jours-ci, on se retrouve quand même avec une abondance de choses qu'on va... Parce que maintenant, je pense que les masques, on l'a vu, mais... Bon, donc, va falloir être très, très précis dans la définition si on veut aller vers ça. Et moi, j'ai quand même l'espoir que ça puisse être plus européen, parce que même si on a vu des sujets intra-européens, je trouve une des choses décevantes... de tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des logiques d'embargo entre pays de l'Europe. On voit des Autrichiens qui viennent demander des vaccins alors qu'à un moment donné, ils n'avaient pas forcément souhaité les acheter. Donc on voit des choses qui se passent au sein de l'Europe, qui n'agit pas en l'occurrence comme un seul pays qui prendrait soin de l'ensemble de ses habitants. Mais on voit aussi pas mal de choses, même en ce moment, là, quand on essaye de gérer la pandémie. Au fond,
qu'on ait une discussion un peu musclée avec les Anglais. Ils ne sont plus dans l'Europe. Donc on est quelque part dans la préservation. Donc je ne peux pas dire, enfin, je ne trouve pas qu'on puisse aujourd'hui. Les rapports de force continueront à exister, hein, il n'y a pas de. Oui, la pression est maximale, hein, quand même, là, sur le sujet. Et l'Europe s'en sort pas très bien, collectivement, mais n'a pas explosé complètement encore sur ces sujets-là. Donc, moi, je n'abandonnerai pas l'idée que, quelque part, ça puisse être quand même un peu organisé pour que chaque pays ne se retrouve pas à s'équiper sur l'ensemble. Parce que sinon, les Chinois le feront toujours mieux que nous, hein. Vu leur puissance, le nombre qu'ils sont, ils seront toujours capables d'avoir plus d'usines en réserve et plus, on finira toujours par être dépendant d'eux sur quelque chose. Donc si au moins on pouvait mutualiser un peu et que ce ne soit pas à l'échelle de la France toutes ces usines sous bâche. Allez, on ne va pas mener un débat sur l'Europe, on le fera à une autre occasion. Vouloir nous faire parler de souveraineté, c'est difficile qu'on évite complètement une discussion sur l'Europe. C'est clair, non, je ne vais pas le lancer maintenant. Est-ce que l'Europe est la bonne échelle ou pas? On nous reste 2 minutes, on termine avec un ou deux sujets, voilà, beaucoup plus légers pour finir. Allez, c'est l'after très rapidement, quelques grammes de légèreté dans un monde de brut après ces sujets très sérieux. Deux dépêches, regardez, l'AFP qui nous dit que la France a choisi de présenter la candidature de la baguette de pain à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, de préférence au toit de zinc de Paris et à une fête vinicole en Arbois. Attends, fini, est-ce que vous auriez fait le même choix? Question 1. Et ou question 2, la Thaïlande, nous dit une dépêche Bloomberg, va rouvrir l'île de Phuket aux touristes vaccinés à partir du 1er juillet. Est-ce que vous êtes prêts à prévoir d'ores et déjà vos vacances de cet été, rapidement? La baguette, c'est une bonne nouvelle. C'est la célébration d'un moteur de l'économie française, l'agroalimentaire, qui nous a aidés durant la crise. Donc je pense que ça tombe bien aussi, parce que derrière cette filière-là, il y a les agriculteurs, il y a les céréaliers, il y a les moulins, il y a les boulangers, et toute cette filière, elle a moi, je me moquais un peu de la candidature de la baguette de pain, et vous dites que c'est sérieux et que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une manière de dire chapeau la filière. Et c'est vrai que chapeau la filière. Très bien. Lionel? Moi, j'adore la baguette, mais bon, je pense que, enfin, c'est une reconnaissance. Ça fait de mal à personne, hein, en même temps. Nous sommes connus dans le monde entier pour la baguette, donc peut-être que ça apportera quelque chose. Voilà, vive la baguette. Donc merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. On est vendredi soir, donc je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi, même heure, même adresse à 23h sur Bismart. Ciao.